Bonjour, on se trouve aujourd'hui au seuil d'une transformation absolument majeure. Ensemble, on va essayer de tracer le chemin, un chemin qui est à la fois complexe et essentiel vers une toute nouvelle ère énergétique. Et c'est un voyage qui nous concerne absolument tous. Le constat, il est clair, il est même sans appel. Le temps où l'on pouvait se contenter d'observer est terminé. La crise énergétique, c'est un défi aux multiples facettes qui touche vraiment à tous les aspects de nos vies. Et ça exige une action coordonnée qui mélange à la fois la technologie, des changements de comportement, mais aussi des décisions politiques et sociales vraiment fortes. Alors, vers quoi on se dirige? Quelle est la destination finale de toute cette mobilisation mondiale? C'est un concept dont on entend parler partout et qui est devenu incontournable, la neutralité carbone. Mais au fait, la neutralité carbone, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est avant tout une question d'équilibre. L'idée, c'est de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la planète est capable d'absorber naturellement. La stratégie se joue donc sur deux tableaux. D'un côté, réduire massivement les émissions à la source, et de l'autre, compenser ce qui reste et qu'on ne peut pas éviter. Et ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on voit une vraie dynamique mondiale se mettre en place. Ça va de pays comme le Bhoutan, qui a déjà atteint cet objectif, jusqu'aux plus grandes puissances comme l'Union européenne ou la Chine, qui s'y engagent. Le mouvement est lancé. Maintenant, la question essentielle, c'est est-ce que les actions concrètes vont suivre les déclarations d'intention? Bon, pour atteindre un objectif aussi ambitieux, il faut une sorte de boîte à outils. On va explorer ensemble les trois leviers principaux, la tarification, l'efficacité et ce qu'on appelle la sobriété. Le premier outil, il est économique. L'idée est simple, il faut que la pollution ait un coût. Pour ça, il y a deux grands systèmes. D'un côté, on a la taxe carbone, qui fixe un prix direct pour chaque tonne de CO2. De l'autre, on a le marché du carbone, où l'on fixe une quantité maximale d'émissions et on laisse le prix varier. Ce sont deux logiques différentes, mais qui visent le même objectif. Et cette carte le montre bien, l'idée a vraiment fait son chemin. Rien qu'en 2020, ces mécanismes couvraient déjà 60% du PIB de la planète. Des poids lourds économiques comme l'Union européenne, le Canada ou même la Chine, qui a lancé son propre marché en 2021, sont déjà dans la partie. Mais, et c'est là que le bas blesse, le consensus scientifique, c'est qu'un prix vraiment efficace devrait se situer entre 40 et 80 $ la tonne de CO2. Or, la réalité, c'est que plus des 3/4 des systèmes actuels sont à moins de 10 $. Donc on a l'outil, mais pour l'instant, on est loin de l'utiliser à son plein potentiel. Les outils économiques, c'est puissant, mais ça ne suffit pas. La transition, elle passe aussi par nous, individuellement. Et ça nous amène au concept de sobriété. Il y a une question toute simple. Au fond, où se cache l'énergie dans notre vie de tous les jours? Beaucoup de nos choix quotidiens ont un coût énergétique qu'on ne voit même pas. Tenez, par exemple, produire un seul kilo d'agneau émet autant de gaz à effet de serre que de faire 100 km en voiture. C'est fou, non? L'énergie, elle est cachée dans notre assiette, dans nos habits, dans absolument tous les objets qu'on consomme. Parce que oui, la technologie et l'économie, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, loin de là. La dimension la plus importante, et finalement la plus complexe, c'est la dimension humaine. Et là, il y a un concept absolument clé qui entre en jeu, celui de transition juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cette énorme transformation ne doit laisser personne sur le bord de la route. Il s'agit de s'assurer que les coûts, mais aussi les bénéfices, soient répartis le plus équitablement possible en alliant les innovations techniques avec des mesures sociales et politiques solides. Pour les gouvernements, c'est un véritable casse-tête, souvent résumé par ce qu'on appelle le trilemme énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour garantir une énergie qui soit à la fois fiable, accessible à tous à un coût raisonnable et en même temps respectueuse de l'environnement? C'est un équilibre permanent et très délicat à trouver. Et cette question d'équité, elle est vraiment au cœur du problème. La vulnérabilité face à cette transition énergétique, elle n'est pas du tout la même pour tout le monde. D'ailleurs, elle peut varier énormément d'un territoire à l'autre. Et si on prend un peu de recul, à l'échelle de la planète, ce défi de l'équité est encore plus flagrant. Un habitant d'un pays de l'OCDE consomme en moyenne plus de 6 fois plus d'énergie qu'un habitant en Afrique. Une transition qui se veut juste doit absolument prendre en compte cette fracture profonde. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, la grande question c'est comment on finance tout ça? Et vers quel avenir énergétique on se dirige concrètement? On aborde maintenant la dernière partie de notre analyse, les investissements et le nouveau mix énergétique. Alors, le point de départ essentiel à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de mix énergétique parfait qu'on pouvait appliquer partout. Chaque pays doit construire sa propre trajectoire en fonction de ses ressources, de son histoire, de sa géographie. Et il ne faut pas sous-estimer l'inertie des systèmes qui sont déjà en place. Pour atteindre les objectifs climatiques, la réorientation de l'argent doit être massive. Ce scénario de l'IRENA est très clair. Sur les 120 000 milliards de dollars qu'il faudrait investir d'ici 2050,
Plus des 3/4 doivent aller vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le point crucial, c'est ce pivot financier. Il s'agit de passer d'un monde où 42% des investissements vont aux énergies fossiles à un monde où ce chiffre s'effondre à moins de 4%. Et en même temps, la part pour les renouvelables et l'efficacité doit plus que doubler pour dépasser les 75%. Ce n'est pas juste un ajustement, c'est un changement complet de paradigme. La feuille de route est donc là. Elle est tracée. Elle exige des outils économiques, des changements de comportement, des investissements colossaux et surtout qu'on garantisse la justice sociale. Le prix de l'action est élevé, c'est indéniable. Mais tout ça nous laisse avec la question la plus importante de toutes. Quel serait le coût réel de l'inaction ?